Nous sommes là en train de discuter, de voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre le centre de gravité ailleurs. Alors, comment ça peut se passer? Premièrement, on peut imaginer que le chef de l'État réalise que toute son histoire ne va nulle part. Deuxièmement, aux élections européennes, si nous, la liste du Front de gauche, nous sommes devant celle du Parti socialiste, et que par-dessus le marché, les écologistes... Il n'y a pas beaucoup de sondages qui disent ça, pour l'instant. C'est le dernier. Ils vous mettent devant le Parti socialiste. À égalité. À égalité. Oui, les autres vous placent quand même loin derrière. Les autres ceux d'avant. Ah bah oui, mais si vous prenez ceux d'il y a 10 ans aussi, ils vous mettez très loin derrière. Non, je crois qu'il faut quand même accepter l'idée que les Français et les gens de gauche sont en train de faire le bilan du gouvernement. Enfin, ce ne sont pas des objets ni des animaux, c'est des gens qui ont une conscience. Donc le pari que nous prenons, c'est le seul pari démocratique raisonnable qu'on puisse faire, qui est de dire nous pensons que nous sommes meilleurs, donc nous allons passer devant. Voilà, il y a au moins un sondage, mais je n'ai pas l'intention de faire le flambard, mais quand même accepter l'idée que quand pour la première fois depuis 40 ans, une autre formation est mise à égalité avec le Parti socialiste, quand même, au moins quelques secondes, on le mentionne, puisque d'habitude on ne parle que du Front National. On va parler un petit peu d'Europe. Aujourd'hui, le Parti Socialiste a une convention sur l'Europe et a adopté un texte avec certaines petites choses. L'aile gauche du Parti Socialiste a fortement pesé, qui peut-être vont vous faire plaisir. Il souhaite réviser le pacte de stabilité. Il souhaite effectivement se désengager du dogme des 3%, qu'il n'y ait plus de sanctions si la France ne respecte pas ses objectifs de réduction des déficits. Par ailleurs, il parle également de l'intransigeance de la droite libérale allemande qu'il faut absolument combattre. Ils veulent moins d'austérité. Alors, est-ce que le Parti Socialiste va dans le bon sens, Jean-Luc Mélenchon? Tous ces mots doivent sonner d'eau à vos oreilles. Le Parti Socialiste, il n'y a pas que des solfériniens dedans, il y a aussi des socialistes. Il ne faut quand même pas exagérer. Et ces socialistes-là se battent. Vous diriez aujourd'hui que François Hollande et Jean-Marc Ayrault, c'est plus des socialistes? C'est des solfériniens caractérisés. D'ailleurs, le président de la République lui-même, un coup il dit qu'il n'est pas socialiste, le coup d'après il l'est, il a l'air de ne pas savoir au juste qu'il est. Mais bon, c'est son affaire. Mais je viens sur le vote du Parti Socialiste. Il y a eu des amendements présentés par la gauche du parti qui sont exactement, des fois au mot près, ce que nous-mêmes nous disons. Bien, on soumet ça au vote des socialistes. Une majorité leur donne raison. Il y a dans toutes les démocraties du monde, un amendement vote pour ou contre. S'il y a plus de pour que de contre, c'est pour qui a gagné. C'est pour qui a gagné. La direction du parti dit « Ah non, 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 pas question de ça ». Et ils font une opération assez étrange, je ne veux pas vous ennuyer avec. On rapporte le nombre de votes à l'amendement. Et ils expliquent « Non, non, vous n'êtes pas majoritaire ». Bon. Les autres se fâchent et disent « Ah ben si c'est comme ça, on ne viendra même pas à la Convention ». Ah très bien, donc il y a une discussion qui a lieu la nuit. Je ne sais pas quels sont les éléments qui ont été mis sur la table. Je repère les avancées. En effet, ils sont contre le dogme des 3%, je n'ai qu'une chose à dire, il n'y a plus qu'à. Est-ce que vous êtes... Attendez, mais c'est très important. S'ils sont contre le dogme des 3%, il faut qu'ils nous expliquent pourquoi ils votent des budgets qui vont tous dans le sens des 3%. Donc ils vont sans doute, vous allez avoir une conséquence immédiate de ce vote du parti, c'est des votes des députés socialistes qui vont respecter la décision du parti. Vous savez bien que non. Donc tout ça, par certains aspects, ressemble à une comédie. Qui plus est, tout ce qui concerne la Banque Centrale Européenne, dont la question est clé, dont le rôle est clé dans toutes ces politiques. Hop, ça a disparu du texte. Mais moi, je suis optimiste. Je me dis, si les socialistes votent des textes entre eux à gauche, eh ben c'est qu'ils vont le faire. Alors pour y arriver, il y a quand même un certain nombre de difficultés à surmonter, dont celle qui a été exprimée tout à l'heure par Marie-Noëlle Lienemann, qui est une sénatrice socialiste et qui était à vos côtés aux Assises citoyennes. On l'écoute tout de suite. Il y aurait d'un côté la gauche qui gère, de l'autre la vraie gauche qui proteste. Si nous entretenons cette division, c'est la droite et l'extrême droite qui en tireront les bénéfices. Alors, Marie-Noëlle Lienemann a tout à fait raison. Et je suis d'accord pour que le gouvernement de M. Ayrault arrête de diviser la gauche. Parce qu'il a divisé le mouvement syndical, il a divisé la gauche en essayant de nous marginaliser, il en est pour ses frais. Et puis maintenant, il est en train de diviser son propre parti. Parce que vous venez de me mentionner les votes qui viennent d'avoir lieu dans le PS, mais à peine était-il terminé, à peine l'encre était-elle sèche, que Harlem Désir est apparu en disant « Eh bien, ce vote confirme tout à fait la ligne du président de la République. » Sauf que c'est exactement l'inverse. Et une réponse Donc Lienemann a raison, Hollande doit cesser de nous diviser. Est-ce que vous voulez toujours être le Premier ministre de François Hollande ? Moi ou un autre, du Front de gauche. Ce que j'ai voulu dire en m'exprimant de cette manière, c'est qu'il y avait une majorité sur les bancs de l'Assemblée qui pouvait désigner
avoir un autre centre de gravité. Attendez, c'est pas tout. Et deuxièmement, ça doit quand même être moins dur pour François Hollande de faire une cohabitation avec, sur sa gauche que ça a été pour Chirac de faire une cohabitation avec Lionel Jospin. Donc on arrête de me dire, ça paraît incroyable. Non, ce n'est pas incroyable. C'est le résultat du vote qui pourrait mettre le centre de gravité plus à gauche. Merci. Mais si ça ne se fait pas comme ça sera par la force des urnes. Merci beaucoup Charlotte. Merci. Tout de suite, c'est l'After RMC. Éric Brunet qui n'a rien laissé passer de cette émission depuis le début et qui va vous proposer de revenir sur les moments qui lui ont semblé les plus importants. Bonjour. Bonjour. Bonjour Éric. Voilà, Éric, tellement rapide qu'il est arrivé avant même le jingle. Bravo. Bonsoir Éric. Bonsoir. Rien de polémique. Je vous aime tendrement et je vous demande de me croire. Rien de polémique. Je peux vous laisser, hein, si non, vous non, voulez. non, vous allez voir. Premier petit extrait, vous Je allez voir. demande plus de considération que d'affection, si vous voulez bien. Regardez. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on va voir un gouvernement dirigé par quelqu'un qui se dit de gauche aggraver la situation des retraites. D'habitude, nous avons toujours fait à chaque étape de notre histoire, quand c'est nous qui gagnons les élections, ma foi, on arrange la vie des gens. Ce que vous dites est vrai. Faisons comme l'oiseau, là, un battement d'aile, prenons un peu de hauteur. Et si finalement les choses avaient changé à ce point, que le paradigme de la gauche française, de toutes les gauches françaises, de la vôtre, et même de celle de François Hollande, des solfériniens, comme vous dites, et si tout devait changer, et si nos repères à nous, ceux sur lesquels nous avons vécu, moi j'ai un grand-père socialiste, je sais ce que c'est, pendant 70 ans. Lui être fidèle. Oui, peut-être, après tout, mais et si tout ce monde-là s'effondrait, et si la gauche française était finalement complètement paumée? Oui, ben vous avez bien raison. Et si on changeait tout? Si au lieu de donner toujours tout aux mêmes, on donnait aux autres? Et si au lieu de partager toujours du côté des dividendes, on allait du côté des salaires? Parce que quand même, au cours des 20 dernières années, la part de la richesse du pays qui était dans les dividendes, qui était dans les salaires, est passée du côté des dividendes. Elle était de 3% du total de la richesse du pays, c'était pour les dividendes. On est passé à 9, ils ont triplé. Vous avez raison. Changeons tout ça. Toute cette vieillerie, toujours tout pour les mêmes, les riches arrogants, les puissants qui se servent sans arrêt. Vous avez raison, c'est complètement archaïque. D'ailleurs, ça marche pas. Le monde entier est en panne. Je suis un peu désarçonné. Moi, je m'attendais pas à voir Éric Brunet devenir mélenchoniste. Alors, deuxième Il n'est extrait. pas le seul, vous savez, en ce moment, il y en a plein qui font des Vous allez crises, voir qui où je veux en s'aperçoivent. venir. Vous allez voir où je veux en venir. Je Écoutez, ne vous laisserai pas y aller si Eric facilement. Woerth. Nous pouvons travailler plus longtemps, et d'ailleurs on le voit, et je vois pas pourquoi un Italien, un Allemand, un Anglais, un Américain pourrait travailler plus longtemps et pas un Français. Je suis électeur de Mélenchon. Scénario. Ouais, je oui. suis électeur de Mélenchon. Je suis jeune. J'ai pas de famille. Je suis libre. Je croque la vie à pleines dents. J'ai envie de travailler le dimanche. Et puis même mieux que ça, tiens, j'ai envie de travailler plus pendant 2-3 ans parce que je m'achète un petit pavillon à Montluçon. Et il faut que je le finance. Mais dans 4-5 ans, j'aurai des enfants et j'aurai envie de travailler un peu moins. J'aimerais moduler ma relation au travail. J'aimerais la contractualiser avec mon employeur. Je rêve de souplesse et de liberté dans le grand triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité. Absolument. Je rêve de liberté. Pourquoi est-ce que vous, homme de gauche, vous ne prendriez pas la main Oui. pour aller vers là? Alors, pour deux raisons. La première, elle est d'ordre de la morale de la vie commune. C'est pas chacun pour soi. Chacun, dans les actes qu'il pose dans la société, doit réfléchir aux conséquences des actes pour les autres. Donc, c'est pas parce qu'il y en a un qui dit « Moi, je suis en pleine forme, je vais travailler 10 heures, 12 heures par jour. Tous les autres ont qu'à en faire autant. Sinon, c'est des feignants. » Ah ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des tas de jeunes qui Attendez. rêvent de travailler Attendez. le dimanche. Oui, eh bien, ce n'est pas mon avis. Je ne suis pas d'accord pour une société où on travaille le dimanche. Voilà, c'est mon droit. Lui, il peut dire, ah ben oui, tout le monde doit travailler le dimanche, pas moi. Je ne suis pas d'accord pour que C'est l'occupation... un de vos électeurs. C'est peut-être un de vos électeurs. Eh bien, il doit, ou il change d'avis, ou il cesse de voter pour moi. Mais moi, je ne changerai pas d'avis. Et si c'est moi le candidat, ça sera dans mon programme que le dimanche, on ne travaille pas. Je suis pour qu'il y ait des pauses dans la société. La vie, c'est pas pourquoi travailler le dimanche, je vous prie, pour faire consommer. Vous savez, j'ai vécu longtemps en banlieue, presque 30 ans. Hein. La promenade du dimanche, c'était la galerie marchande de la vie. Je trouve ça sinistre. Je trouve ça terrible. Alors qu'il y avait des espaces verts et qu'il y a toutes Tout le sortes monde de n'a choses. pas envie d'aller à Vaux-le-Vicomte le dimanche. Il peut y avoir des gens qui aiment bien aller dans un magasin le de comprends. bricolage avec des Je le enfants. comprends, mais je le dis, ce n'est l'intérêt de personne de se tuer la vie comme ça. Parce que figurez-vous que vous me prenez le cas du jeune qui a envie de travailler le dimanche. Pas pourquoi vous prenez un jeune, mais admettons. Hein. Mais quelle est la conséquence?
Dans la réalité, c'est que la plupart du temps, les gens n'ont pas le choix. On leur dit ou bien tu viens et dans ta semaine tu prends le dimanche, ou tu restes chez toi parce qu'il y en a 10 autres qui veulent du travail. Voilà une raison pour laquelle je ne serais pas d'accord pour que on supprime la coupe au milieu de la semaine de toute la société en même temps. Voilà. Et c'est une affaire de choix de vie. Et adapter le discours, plus généralement, adapter le discours de la gauche à cette espèce de société un peu plus individualiste, un peu plus, allez, lâchons le mot, un peu plus jouisseuse. Vous pourriez vous aussi dire, effectivement, je prends en compte ce besoin d'individualité qui émerge dans la société. Parce que vous êtes un peu sur des discours, le bonheur tel qu'on le voyait dans les années 50. C'est pas une attaque. Hein, mais, oui, c'est pas une attaque, mais ça y ressemble. Bon, je ne sais pas quelle idée vous vous faites de l'idée que je me fais du bonheur, mais surtout, on gagnerait dans une émission philosophique à vous entendre parler de ce que vous considérez comme le bonheur. Vous savez, je crois que là, la norme et l'État n'ont rien à voir. Chacun élabore sa part de bonheur et la construit, mais à condition qu'on ne lui ait pas rendu la vie impossible. Si vous commencez par dire à une famille que dorénavant la famille c'est une espèce d'hôtel dans lequel il y a des gens qui travaillent à toute heure du jour et de la nuit, où l'on rentre, où l'on sort, et où finalement personne n'est jamais ensemble, clairement nous n'avons pas la même vue du bonheur. Mais ce bonheur-là auquel vous aspirez, cette espèce de mouvement permanent, eh bien, peut-être bien, mais ça, moi, je considère qu'il faut procéder tout autrement, que c'est pas ça, la vie. Alors, j'ai le droit, vous avez une autre conception de la vie. Mais pourquoi nous faites-vous, a priori, le procès de peine à jouir? Mais nous ne jouissons pas des mêmes choses, c'est tout. Nous jouissons, par exemple, de la tranquillité, par exemple, de ne rien faire, par exemple, de rêver, par exemple, de faire de la poésie, ou de la peinture, ou de la musique, ou rien. Mais j'entends, mais vive la diversité des jouissances. C'est pour ça, il y en a qui aiment bien aller se promener à condition que les dimanches après-midi dans des galeries. En bas de chez vous, quelqu'un passe avec une mobilette sans pot d'échappement. Vous dites, c'est sa liberté, puisque ça l'amuse. Bon. Vous êtes contre. Très bien, vous marquez un but. Écoutez. Donc tout le monde comprend que certains comportements immoraux, ou certains comportements qui ne se soucient pas des conditions de la liberté des autres, sont un attentat à la liberté et à la vie commune. J'entends. Vous savez très bien que les familles d'aujourd'hui ressemblent plus à celles des années 50. C'est pour ça que je prenais cet exemple, qu'aujourd'hui il y a des familles monoparentales, il y a des gens qui sont seuls et qui souhaitent pas se marier, ont l'intention de travailler le dimanche, qui ne sont pas pour autant en souffrance et qui aimeraient bien l'idée d'aller déambuler un dimanche après-midi pendant 1 heure dans une boutique de bricolage. Enfin, ça me paraît Sauf la semaine où eux-mêmes devront aller travailler pour tenir la boutique ouverte et trouver une nounou dans la famille monoparentale pour s'occuper des enfants. Si c'est fait sur la base du volontariat, comme dans beaucoup de pays d'Europe, ça serait pas terrible. Écoutez le dernier extrait que je voulais vous montrer, c'est vous. Ce sont les entreprises qui payent, on peut dire ça? Non, vous m'avez mal compris. Ce ne sont pas les entreprises, ce sont les grandes entreprises qui dégagent des revenus financiers que je viens de mentionner. Alors, moi j'aime bien ce que vous dites. C'est vrai, vous avez raison. Google paie très peu d'impôts. Total, on en a beaucoup parlé. Mais j'ai quand même regardé, les 250 plus grosses entreprises françaises paient 34% d'impôts. Et c'est même passé à 36%. Si, j'ai regardé, à moins que le chiffre soit faux. Non, je veux dire, elles paient quand même des impôts. Parce que souvent, on a l'impression que ce sont des nantis. Bien sûr, quand même, il n'y a pas que des voyous dans ce pays. Il y a des gens qui payent leurs impôts. Mais la vérité, vous la connaissez comme moi. Et même peut-être même mieux que moi. C'est que les très grandes entreprises, notamment celles du CAC 40, ne payent pas plus de 8% d'impôts, tandis que les petites payent 30%. Et que vous continuez sur tous les plateaux, vous et les autres, à parler des entreprises, comme si la très petite entreprise ou la moyenne entreprise était pareil que l'entreprise du CAC 40. Moi, je défends la capacité de création du pays. Pour moi, une entreprise, c'est pas que les actionnaires, c'est d'abord le collectif de travail, la puissance intellectuelle que ça contient. Et c'est ça que je veux développer. Et c'est pourquoi je fais la différence entre les niveaux d'entreprise. Et c'est pourquoi, je termine, pour une fois, je peux parler d'entreprise, je leur propose un horizon. La politique de l'offre du gouvernement héros et de la droite ne mène nulle part. On vous fait des crédits d'impôt, produisez n'importe quoi. Tandis que moi, je dis, nous avons une direction, construisons l'économie de la mer. Des milliers d'entreprises du pays y trouveront leur avantage et leur compte. Car nous, les Français, c'est ça notre force. C'est de donner un horizon et hop, tout le monde y va. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. En 2 mots, s'il vous plaît. Je sais que vous avez étudié la philosophie à l'université il y a longtemps. J'essaye de la pratiquer. Très vite, un petit conseil à ceux qui vont plancher demain pour le bac. Respirer.